Voyage au centre de l'affaire par Éric Vincent. Maison Alfort, un soir d'automne gris et pluvieux. Un de ces soirs où une infranchissable muraille de cumulonimbus noirs avançait vers la ville, au-dessus des têtes, venant de l'horizon, engloutissant la lumière du soleil. Une barrière, un couvercle pesant chargé d'électricité, gorgé d'humidité poisseuse, empreint de menaces prêtes à s'abattre sans pitié, comme un Messerschmitt nazi fondant sur la rue des Rosiers. Au bord d'une nationale rythmée par un interminable ballet des essuie-glaces et des phares à iode, halogènes, bretons ou à bas de paupières, se dressait un immeuble aussi gris et noir que l'âme de Paul Touvier. Un simple bâtiment? Non. Le temple où les fidèles venaient consulter l'oracle, tandis que des danseuses balançaient leurs hanches au rythme lancinant des violons d'Ingres. Cependant, à l'intérieur, loin du tumulte et des concerts de klaxons quotidiens, régnait une ambiance chaleureuse. Fêlé fêtait ses 30 printemps à coups de mélanges gazeux, fruités et alcoolisés, ayant tout de même pris soin de convier quelques innocents biscuits secs et autres amuse-gueules, afin qu'ils épongent degrés et agrumes dont les 5 compères remplissaient leur estomac depuis une bonne heure. Les locaux étaient déserts, et eux seuls faisaient de la résistance pour une cause bien plus noble que le travail de tâcheron, la fête. Ils étaient 5, fondamentalement différents des autres membres de la société. Leur point commun, un détail psychologique les mettant au-dessus du lot. Ils possédaient une vue extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de discerner avec une précision inouïe les détails trahissant l'état de santé des programmes et de la société. Ils voyaient la réalité et son absurdité malgré tous les prismes déformants entravant leur action. Ils ne croyaient pas au miracle et détestaient le mensonge par-dessus tout. Et Dieu savait que des mensonges, on ne cessait de les en abreuver à longueur de temps. Ils étaient 5, conscients de leur don unique de visionnaire. Leur devise, la qualité, la vérité, des salaires toute l'année. D'abord il y avait Grand Vizir, surnommé ainsi car il venait du Moyen-Orient, mais aussi et surtout à cause de la sagesse émanant de ce titre honorifique. Il affichait un calme, une sérénité de tous les instants, même dans les pires situations. Il y avait aussi Brainstorm, moins calme, tirant son sobriquet de ses phénoménales capacités de réflexion et d'analyse. Un véritable ordinateur humain ayant réponse à tout, à tel point que les 4 autres se demandaient parfois s'il ne s'était pas implanté un coprocesseur arithmétique, avec un paramétrage maison, dans la cervelle. Ses conseils étaient précieux car mûrement réfléchis. Il était capable, une fois lancé, de produire une quantité inimaginable de solutions. Lemming, le troisième, ne croyait qu'aux bonnes vieilles méthodes. Suspicieux à l'égard des nouveautés et derniers cris érigés en déesse sur l'autel de la performance, il incarnait un adepte forcené des vieux langages de programmation ayant fait leurs preuves depuis belle lurette. Entre autres le LEM, qui n'avait plus de secret pour lui. Comme Lemming, ce petit personnage issu des jeux pour console vidéo, il passait son temps à creuser dans les programmes, anciens et récents, pour leur faire avouer leur dernière bidouille insoupçonnée. Perfectionniste, il s'acharnait sur un problème avec la hargne de Pasqua face aux étudiants, jusqu'à ce que le produit atteigne 0 défaut. Kozak, alias Bolchoï, alias le testeur fou, constituait le 4e larron de la bande. D'apparence tranquille, voire débonnaire, calme, joueur et malicieux, il pouvait, face à l'ennemi, se révéler intraitable, impitoyable. C'était en fait le plus imprévisible. Quoi de plus naturel quand on savait que dans ses veines coulait le sang bouillonnant d'ancêtres à cheval sur les principes et à cheval tout court. Fêlé, le dernier, était au contraire tout ce qu'il y avait de plus prévisible. L'asticoté intantiné provoquait une réaction exponentielle d'énervement. C'était un instinctif qui ne réfléchissait jamais. Il travaillait à l'acharnement, sans technique, il s'emportait facilement. Il avait du mal à contenir sa rage face à l'imbécilité. Il était à peu près aussi stable que 8 kilos d'uranium mêlés à quelques livres de plutonium. La fête tirait doucement à sa fin au fur et à mesure que faim, soif et minutes trépassaient. Ils avaient attendu longuement avant de l'entamer, le temps que leurs innombrables chefs aient disparu des locaux, tels des farfadets dans un nuage de soufre enflammé. Il n'était pas question de les laisser prendre part à leurs festivités. Et puis, ils tenaient à débattre d'un problème. Inconsciemment, tous avaient ressenti cette chose, cet état d'esprit sans oser encore en parler.
Fêlé se décida au moment où les dernières conversations détendues, délirantes et joyeuses s'achevaient. Sur un ton trahissant l'inquiétude, il interpella ses 4 comparses. « Vous ne trouvez pas que les autres ont l'air bizarres ces derniers temps ?» « Oui, dit Lemming, le plus rapide à réagir. J'ai constaté ça, moi aussi. Les uns après les autres. On dirait qu'ils sont... shootés, compléta Grand Vizir. Oui, s'exclamèrent les autres en chœur. Ils affichent les symptômes de zombies gavés à l'héroïne, poursuivit-il. À moins qu'il n'existe d'autres drogues dures capables d'engendrer les mêmes effets sur le comportement sans les inconvénients. Que veux-tu dire demanda Fêlé. Ça dure depuis un bon moment. Plusieurs mois pour les premiers qui ont commencé à dérailler. S'ils se droguaient tous à l'héroïne, il devrait y avoir un accident, une overdose ou des seringues abandonnées. Or, il n'y a rien, rien du tout. C'est autre chose, annonça brusquement Brainstorm. Un silence absolu accompagna ces paroles. Dès qu'il s'exprimait, ce n'était jamais pour ne rien dire. La déclaration avait été analysée en étudiant toutes les combinaisons de réponses possibles de l'entourage, jusqu'à 10 niveaux par personne. Mieux que Kasparov et Karpov réunis. Ils étaient tout oui. Je pensais à une sorte d'hypnose, ajouta-t-il. Quelque chose les rend peu à peu réceptives à un message unique. Stimulés par l'audition de la phrase clé, ils entrent dans un état second dont ils ont du mal à s'échapper dans leur vie quotidienne. Pour ça, il faudrait quand même une substance assommant leur capacité de résistance, fit justement remarquer Grand Vizir. C'est possible. L'éventail est large. Café, boissons fraîches, sucreries, papier imprégné, voire nos bulletins de salaire, nos tickets restaurants. La liste est interminable. Non, s'il y a une substance, nous devrions logiquement être aussi contaminés. Or, ce n'est pas le cas. À part Kozak qui a l'air d'être dans le brouillard, plaisanta Fêlé. Ah bravo, Fêlé, fit l'intéressé. Ah, il sort du brouillard. Donc, Brainstorm, si je comprends bien, tu ne crois pas à la substance dont parle Grand Vizir? Non. Moi, je crois qu'ils font partie d'une secte persuasive qui les enrôle peu à peu, les uns après les autres. Hélas, j'ai bien peur que nous soyons les suivants sur la liste des futurs convertis. Mais qui leur lobotomise la cervelle s'exclama Fêlé. Si je le savais, il faudrait le découvrir, parce qu'à 5, nous saurons résister. Par contre, s'ils opèrent en s'attaquant à une seule personne à la fois, ce sera plus délicat pour celui qui tombera dans leur filet. Il ressemble au scientologue, murmura Fêlé, avec une trace de frayeur dans la voix et une lueur de haine dans le regard. Il avait eu affaire à la toute-puissante église de scientologie et connaissait sa force de persuasion et son pouvoir hypnotique. Leurs dirigeants et adeptes étaient de vrais rapaces de la détresse morale, des vampires des comptes bancaires. Il avait enseigné l'informatique dans une société dont un bon tiers du personnel était acquis à la cause traîtresse. Cette nouvelle affaire ne lui disait rien qui vaille. Faut se tirer de cette boîte pendant qu'il est encore temps, ronchonna Kozak. S'ils essayent de me lobotomiser, je leur rentre dedans. Méfions-nous quand même, suggérèrent les mignes et Grand Vizir. Bon, qui veut la dernière goutte de vodka, 25 centilitres demanda le plus assoiffé des 5. Personne? Allez, hop, fit-il en sacrifiant la bouteille. Ils jetèrent les restes de carton et de verre dans les corbeilles de bureau, laissant là, bien en évidence, les traces de leur libation, afin que demain les chefs et les boules, en constatant que les souris s'amusaient follement lorsque les chats étaient absents. Une fois le ménage accompli, ils s'engouffrèrent dans l'ascenseur et descendirent au rez-de-chaussée, tous étant de trop petits employés pour avoir droit à une place de parking souterrain. 3 étages plus bas, Grand Vizir se rendit compte qu'il avait oublié son parapluie. L'averse redoublant d'intensité dehors lui rappela soudain l'utilité de cet accessoire. « J'ai oublié mon pépin, je remonte. » Ah bravo, ne put s'empêcher d'ajouter Kozak, usant de son expression favorite. « Ok, à demain, lança Fêlé. Tout à coup, l'émissaire du Moyen-Orient parut entendre autre chose. Des cris. Était-ce son imagination qui lui jouait des tours? À force de lire des romans d'Éric Vincent, l'auteur interné depuis peu pour troubles profonds de la personnalité. Hé réagit-il en interpellant ses collègues juste sortis. Quoi, qu'est-ce qu'il y a demanda Lemming, toujours à l'affût d'une information pouvant enrichir ses connaissances. J'ai entendu des cris. Des cris, d'où venaient-ils? Hé les gars, revenez, revenez! Grand Vizir a entendu un truc curieux. Il demanda le silence complet et tendit l'oreille. Rien, pas un bruit. Était-ce la cabine ou la porte de l'ascenseur qui s'était mise à grincer? Un bruit ressemble tellement à un autre. Tiens, par exemple, les pleurs d'un bébé se confondent parfois avec les miaulements insistants d'un chat réclamant sa pâtée. Le bébé réclame aussi sa pâtée, mais cela se désigne plus communément sous le nom de biberon. On les confond parfois
tellement qu'il arrive que le bébé prenne un coup de fusil alors qu'il était destiné au vilain Matou. Ça s'appelle un accident de chasse, à ne pas confondre avec l'accident de chasse qui survient lorsqu'on tire trop fort sur la chaînette des WC. Mais nous nous éloignons de notre sujet. En fait, le chasseur, malentendant et mal comprenant, est surtout affligé d'une vision déplorable. Un bébé n'est pas pourvu d'une fourrure et d'une queue rousse, à moins qu'il ne s'agisse d'un croisement illégitime, fruit des amours né entre un orang-outan et Roussette, notre secrétaire trempée dans la peinture orange. Malgré le silence, ils s'obstinèrent à attendre un signe. Il arriva enfin. Un cri, un long hurlement déchirant digne des meilleurs films d'épouvante. Ça vient d'en bas, précisa Grand Vizir. On dirait une femme. Y a peut-être une agression. On y va, décida Fêlé, que l'image d'une créature du sexe faible en difficulté à supporter et révulsée au plus haut point. Ils s'entassèrent à nouveau dans la machine à claustrophobie décidée, prêts à mener une bataille rangée s'il le fallait. Fêlé et Kozak étaient les plus excités. Ils se ruèrent littéralement dans le garage à l'assaut d'invisibles voleurs. Ces deux-là, dit Brainstorm d'un air navré. Avec de la lumière, ça n'irait pas mieux, ajouta-t-il en enfonçant le bouton lumineux de la minuterie. Logique, ça allait beaucoup mieux. Il était plein de bon sens. Le garage n'était pas gigantesque. Aucun d'entre eux n'avait jamais mis les pieds dans le sous-sol. Ils s'en étonnèrent puis se ravisèrent. N'étant que de simples valets des rois dirigeant la société, ils n'avaient pas eu l'occasion d'y descendre, sauf Lemming, le plus curieux des cinq. Celui à qui il était enfantin de faire le coup du diable sauteur dans une boîte en carton, tant il ne pouvait s'empêcher de déballer tous les colis. Avec lui, c'était Noël à chaque fois. Fêlé et Kozak revinrent droit vers les autres en courant. Ils avaient fait le tour et n'avaient rien remarqué. Pourtant ça venait bien du sous-sol, convertirent d'un commun accord. Les cris résonnèrent de nouveau plus distinctement. Ils venaient du fond du garage. Vous avez trop bu ou quoi déclara Grand Vizir. Non, écoutez, ce sont des cris étouffés. Il doit y avoir un passage secret et une porte maquillée, dit Lemming. Cette fois-ci, il passa en tête et se mit à fouiner, à scruter. Esprit curieux, ou plutôt esprit frappeur, car il tambourina sur tous les murs bétonnés du sous-sol. À chaque coup, un son sourd et étouffé s'échappait. Les autres l'imitèrent aussitôt, s'occupant personnellement d'un pan de mur. J'ai trouvé, jubila Kozak, lorsque dans le concert de coups feutrés émergea un gong métallique digne d'un réveil matinal au Tibet. Il tapa comme un forcené pour enfoncer l'entrée secrète. Arrête, cria Lemming. Tu tiens à meuter tout le quartier? Il faut défoncer la porte, donna-t-il comme explication. Ah, les effets dévastateurs d'avocat. Si on avait un levier, dit Fêlé, comment bascule-t-elle cette porte? Il n'y a pas de charnière apparente. Il doit y avoir un mécanisme d'ouverture facile d'accès. Sinon, comment entrer sans tout casser? Cherchons. Lemming devait trouver. La chance et son débordement naturel de curiosité devaient logiquement l'emporter. Brainstorm les observa, cherchant en vain. Il resta planté là, l'esprit apparemment ailleurs. Avait-il peur? Non, il réfléchissait, il analysait la situation. La minuterie parvint à échéance et le garage fut plongé dans l'obscurité. Fêlé se précipita sur le bouton lumineux le plus proche, mais rien ne se passa. Il procéda à une nouvelle tentative infructueuse. Oh, qu'est-ce que c'est que ce gag? Ils s'inquiétèrent un peu. Depuis que Kozak avait fait un raffut du diable, les cris de la jeune femme n'avaient pas repris. À présent, les néons refusaient d'éclairer. Tombaient-ils, eux, les courageux employés, dans un piège gluant? Aucun d'eux n'écarta cette éventualité, sauf Fêlé, sûr de son instinct, qui lui commandait simplement d'essayer avec une autre minuterie plus éloignée. L'indispensable abondance de luxe revint pour les aider à poursuivre leur tentative de pénétration. L'autre était pété, dit Fêlé, plié de rire que ses collègues aient pu croire un instant au pire. En fait, il cherchait en craignant de mettre les doigts dans un engrenage infernal. Secrètement, il espérait que les cris de la jeune femme étaient imaginaires. Hélas, la porte était bien réelle. Donc, aucun ne souffrait du syndrome de Jeanne d'Arc, qui entendit Dieu lui ordonner de bouter les chefs et autres directeurs hors de France. Brainstorm s'approcha, persuadé que l'interrupteur fonctionnait très bien, mais qu'il ne servait pas à ce que l'on croyait. Il analysa et déduisit. De quoi avait-on besoin pour ouvrir une porte? D'une clé. Il tapa le mot en morse sur le bouton. Clé. C-L-E. Rien. Mais oui, il existait deux écritures pour ce mot. Il ajouta la lettre F, et la porte s'ouvrit miraculeusement, pivotant autour d'un axe vertical et central.
Génial! S'exclamèrent les autres en ajoutant quelques sifflements d'admiration. Brainstorm n'avait pas usurpé son surnom et sa réputation. Avec prudence, ils s'engagèrent dans un minuscule couloir aboutissant à un escalier. Si le couloir paraissait avoir été bâti à partir de matériaux modernes, l'escalier, lui, avait été taillé dans la roche de façon grossière. Les marches, étroites et difformes, gorgées d'humidité, étaient très glissantes. Sans écouter leur conscience, leur soufflant de se tirer de là, grandes enjambées, démissionnez, leur criait-elle. Ils s'enfoncèrent sous terre sans se douter de ce qui les attendait. Derrière eux, la porte se referma en émettant un chuintement trahissant son assistance électrique. Ils étaient aussi à l'aise qu'allongés dans un cercueil que le comte Dracula qui viendrait sceller en personne. La descente fut rapide. À vue de nez, Brainstorm estima leur position à 32 mètres 15 sous terre, pas plus. Une carriole de galerie partait de l'escalier. Cette multitude de boyaux souterrains évoquait une ancienne mine, car les saignées dans le sol étaient étayées à l'ancienne, à l'aide de poutres en bois brut. Toutefois, rares étaient les parties soutenues ainsi. La plupart des conduits souterrains avaient été percés à travers une épaisse couche rocheuse. Où va-t-on demanda Fellé. Je ne sais pas, dit Brainstorm. Les mots moururent dans sa gorge. Il perçut une clameur lointaine, une phrase scandée de plus en plus fort, à un rythme grandissant. Par là, on dirait une foule répétant un slogan. Dans tous les cas, il ne crie pas PSG, 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 de put s'empêcher de plaisanter Kozak, sachant à quel point Brainstorm était un ardent défenseur du club de football parisien. L'intéressé n'y prêta aucune attention, il était blindé. Fellé et Kozak passèrent donc devant, constituant l'avant-garde. Les autres suivirent, constituant l'arrière-garde. Et pour compenser le manque d'effectifs, une maladie chronique ravageant leur société, ils se tinrent sur leurs gardes, et sur leurs jambes aussi, parce que c'est plus pratique pour marcher que les mains, et regardèrent encore où ils marchaient pour éviter des excréments fossilisés depuis 2 millions d'années. Même fossilisé, l'excrément garde son pouvoir salissant, désagréable et encore plus si on marche sur les mains, d'où l'utilité des jambes. Au bout de la galerie, il y avait une salle secrète. Le chemin parcouru étant en pente, il s'était enfoncé davantage dans les entrailles de la terre. On frissonne à l'idée d'être dans des entrailles, particulièrement celles d'un cannibale. La salle était immense, comparable au gouffre de Padirac, pour les connaisseurs. Sauf que Padirac, c'est dans le Lot, et qu'on n'y est pas, vu que là, on est à Maisons-Alfort, voire à Créteil, s'ils ont parcouru le chemin dans la bonne direction. De plus, la salle est secrète, parce qu'ils ignorent, moi aussi, croyez-moi, son existence. Voilà pour ceux qui se demandent pourquoi j'utilise certains mots et pas d'autres. À la place de secrète, j'aurais pu utiliser Schmurz, mais le Larousse et le petit Robert s'obstinent bêtement à refuser l'entrée de ce synonyme dans leurs dictionnaires et ouvrages respectifs. Donc la salle est secrète. Mais elle n'est pas vide. C'est ça qui est passionnant. Vous comprenez ma façon d'écrire? Je fais des effets avec les mots. Je joue avec le suspense, à ne pas confondre avec le suspense, expression populaire utilisée par les victimes des prostituées cannibales. Par exemple, quand je dis, ou plutôt j'écris soudain, brusquement, ou à la rigueur tout à coup, il faut s'attendre à une défenestration, une trépanation, une fusillade. La cible s'appelle souvent Khaled, le maître chanteur, par le chanteur, hein. Donc, tout à coup, le train dans lequel je rédige vos aventures freine brutalement et m'envoie heurter de plein fouet la tête de ma voisine, à qui j'avais écrasé le pied en m'installant. Elle me retourne une paire de gifles pour me remercier, croyant que je lui faisais des avances. Or, je ne fais jamais d'avances, si ce n'est à un taux d'intérêt exorbitant. Remarquez, je viens d'utiliser les mots soudain, tout à coup, à tort, puisque personne n'est mort. Mais après cette déconvenue, l'envie de la trucider m'habite durablement. Bref, nous nous éloignons du sujet. Les 5 explorateurs souterrains s'approchaient de l'auditoire captivés, psalmodiant un truc incompréhensible dans la salle secrète noire de monde. On aurait dit une drôle de secte. Certains participants étaient masqués, vêtus de toges romaines de couleur verte, chaussés de spartiates lacés jusqu'à mi-mollet. Le visage des leaders était dissimulé par une cagoule ne laissant apparaître que leurs yeux et leur bouche. La cagoule rappelait plutôt l'accoutrement des clandestins de mouvements autonomistes corses. Impossible d'en voir davantage à cette distance de sécurité. Ah si, leur emblème, suspendu par des filins au-dessus leur tête. Il représentait une longue bâtisse de plain-pied, d'un style franchement provençal. Derrière la maison, au fond, il y avait une montagne. Juste un seul mont. Quelle en était la signification?
On se demande, il va falloir encore patienter pour savoir. Peut-être était-ce une représentation du lieu géographique où ces fêlés, oh, pardon, excuse-moi fêlés, avaient établi leur quartier général. Les personnages masqués faisaient face, gesticulaient, incarnaient les grands ordonnateurs de cette cérémonie secrète. Les autres tournaient le dos aux 5 observateurs et répétaient inlassablement la même chose. À présent, nos comparses étant sur les lieux, ils la comprenaient parfaitement. Les adorateurs scandaient « Nous faisons des bénéfices ». Ils martelaient la phrase jusqu'à ce qu'elle devienne un véritable réflexe dès qu'on leur demanderait des nouvelles de la société. Endoctrinés, la cervelle bourrée de mensonges. Où est la femme qui hurlait, chuchota Fêlé, défenseur de la jante féminine? Là, désigna Grand Vizir en pointant du doigt. En effet, un être faible avait été attaché à la paroi rocheuse, ou plutôt, pour être parfaitement rigoureux, enchaîné. À l'approche d'un des maîtres de cérémonie, elle se remit à crier « Menteur, escroc, la société va déposer son bilan, vous ne m'aurez pas !» Le cagoulé, en guise de réponse, la fixa droit dans les yeux. La salle fut brusquement éclairée d'une lumière satanique, rougeoyante à souhait, qui arracha de longues plaintes déchirantes de la gorge de la jeune femme. Les 5 employés, involontaires témoins de cette scène de torture du pauvre être décharné, souffrant 1000 martyrs, furent partagés entre l'envie de se porter à son secours et la crainte d'être à leur tour les victimes de ce trait rayonnant et maléfique. Les adeptes changèrent de slogan. Ils annonnèrent méthodiquement. Reconversion, reconversion, reconversion. Parlait-il d'une reconversion après un licenciement ou d'une reconversion religieuse d'un type particulier? La lumière cessa de sortir des yeux du mystérieux inconnu dès l'instant où la volonté de la malheureuse fut totalement anéantie. Pour s'en assurer, il lui demanderait éventuellement si elle désirait voir son salaire doublé. Si elle ne répondait pas, sa volonté était anéantie. Sa tête bascula en avant, ses jambes s'affaissèrent. Elle avait perdu connaissance. La cérémonie touchait à sa fin. La victime, debout, se mêla au reste de l'auditoire. Une à une, les personnes retirèrent leurs frusques romaines, dévoilant des vêtements civils. « Nom de Dieu !» s'exclama Fêlé en reconnaissant la victime. C'était Roussette, une secrétaire. Autour d'elle gravitait la quasi-totalité des membres du personnel de leur société. Des fanatiques, voilà ce qu'ils étaient, adorateurs d'un type dont les pouvoirs paraissaient se tenir du surnaturel. Brainstorm les recensa. Ils étaient 20, plus E5, ce qui faisait 25. On était loin d'atteindre les 36, estimation Louis Harris pour le mois d'octobre 1994, employés de la société. Cela signifiait-il qu'ils pouvaient empêcher une victoire totale du mal contre le bien? Il faut appeler les flics, déclara Brainstorm. Nous ne sommes pas de taille à lutter. Ce type est une créature du diable. Je ne suis pas sûr que les flingues puissent l'arrêter. Bon sang, je frissonne à l'idée de travailler dans une boîte remplie de zombies. Planquez-vous, il rapplique, prévint Kozak. Ils trouvèrent momentanément refuge dans l'une des nombreuses anfractuosités naturelles de l'immense grotte. Plaqués contre la roche dans l'ombre, alors qu'ils aspiraient à rentrer dans la lumière et la légende, ils attendirent le passage du dernier collègue. Hallucinant. Il y avait décaféiné, leur directeur général, aussi hypnotisé que les autres. Miss Tinguette, l'une des directrices de service, accompagnait aussi la troupe, et aussi Miss Hockey Podium, l'une des secrétaires, aux pensées apparemment aussi délavées que les autres. Quelle horreur! Ils étaient victimes d'un enchantement. Mais l'envoûtement le plus grave, c'était celui de décaféiné, leur directeur, car il présidait aux destinées de la société. De ce fait, sous l'emprise d'une folie furieuse ordonnée par Satan, ou d'une manipulation astucieuse et frauduleuse, il était en mesure de commettre des bévues monumentales entraînant l'effondrement total de l'entreprise. Les 5 curieux comprirent subitement pourquoi certaines décisions leur étaient apparues totalement irresponsables, tout bonnement parce que le décideur n'avait plus sa raison. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda Grand Vizir. « Je serais curieux de savoir où sont passés les 2 farfelus qui menaient la danse tout à l'heure, dit Lemming. Pourquoi questionnèrent les autres en chœur. Regardez! La grotte était vide, plus personne. Ils étaient pourtant sûrs et certains que les 2 zigotos ne s'étaient pas mêlés au reste de l'assistance. Alors, il ne subsistait que 2 explications et Brainstorm les exposa. Soit ils se sont volatilisés comme des lutins diaboliques, soit une autre entrée. Logique, implacablement logique. Inutile de chercher une autre explication. Ils entreprirent de fouiller la grotte, retournant chaque pierre,
Kozak se chargeant de sel dépassant la tonne. Brainstorm tenta de découvrir un nouveau passage secret, mais ses tentatives restèrent vaines. Soit le mécanisme d'ouverture s'avérait beaucoup plus complexe, soit il n'y avait pas d'autre issue. Une éventualité surnaturelle qu'il préférait avoir écartée. Au bout d'une demi-heure de fouilles minutieuses, ils durent se rendre à l'évidence. Il n'y avait rien à découvrir ici. Pas le plus petit indice sur l'origine de cette secte. Bredouille, ils remontèrent à toute vitesse en surface. Lemming se chargea de prévenir et de convaincre la police. Il était impératif de réaliser un flagrant délit. La mort dans l'âme, ils se promirent de venir travailler le lendemain matin, comme si rien ne s'était passé ce soir. La journée s'était déroulée dans une tension extrême, difficile de programmer dans des conditions de suspicion permanentes. Il était près de 19 heures et les locaux s'étaient quasiment vidés de leurs occupants. Seuls restaient quelques-uns de ceux qui ne participaient pas à la réunion souterraine d'hier soir. Alors les mines. J'ai eu du mal à les convaincre, mais ils sont là, en bas. Quoi? Juste cette voiture, avec 3 policiers, s'étonna Grand Vizir. C'est vrai, ils risquent d'être un peu justes, commenta Fêlé. Ils sont armés? Oui, d'après ce que j'ai pu voir. Rejoignons-les pour leur indiquer l'entrée secrète. Les 3 policiers entrèrent dans la grotte. Les 5 as de la programmation étaient restés en arrière, dans le garage. Les clowns masqués sermonnaient et débitaient leur salade. En apercevant les sous-officiers en tenue de service, ils cessèrent immédiatement. Police, rendez-vous sans discuter, ordonna l'un des hommes chargés de faire respecter la loi. En haut, Lemming, Brainstorm et les autres s'apprêtaient à assister à la remontée triomphale des forces de l'ordre. Au bout de 10 minutes, sans qu'un seul coup de feu n'ait été tiré, la troupe remonta enfin. Hélas, les 3 hommes étaient aussi convertis que les autres, désarmés. Merde, s'exclama Fêlé. Ils étaient désemparés. Que faire? Que tenter? Brainstorm cogitait sérieusement. Il cherchait la signification du sigle de la secte. Toute la journée, son cerveau n'avait cessé d'explorer les hypothèses. Comment appelle-t-on une maison au style méditerranéen demanda-t-il brusquement. Bah, un mât, répondit machinalement Fêlé. C'est pas le moment de poser ce genre de questions, déclara Kozak. Je vous rappelle qu'il y a urgence. Un mât, marmonna Brainstorm. Et un roc. Qu'est-ce que tu viens de dire? Dit Grand Vizir, dont l'esprit s'excita en entendant les mots de Brainstorm. Un mât et un roc. Bah ça fait Maroc, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas vrai. Quoi demandèrent les autres? Bah, ils sont originaires du Maroc. Et alors? Bah, ça vous dit rien? Demos Syracuse et Belzébrut sont gourous? Nos chefs? Grand Vizir, tu as perdu la raison. Non, dit Lemming. Il dit vrai. On ne les a pas vus ce soir. Ils manquaient à l'appel. Hier aussi. C'est logique. Quelle découverte! Les chefs, apôtres du mensonge, de la promesse non tenue et de la manipulation de cervelle et d'opinion. Ces truqueurs démoniaques étaient les maîtres chanteurs tirant les ficelles. Il s'agissait d'une nouvelle stratégie de Belzébrut, faire croire que tout allait bien pour que les esprits s'endorment satisfaits. D'ordinaire, le patron de l'enfer préférait répandre le mal, bien visible, et donc possible à combattre, autour de lui. À présent, il s'ingéniait à faire croire que tout était parfait dans le meilleur des mondes. On descend, proposa Fêlé. Tiens à te faire convertir, ironisa Brainstorm. Je ne tiens pas à être le suivant sur la liste. De plus, Belzébrut et Démosyracuse vont se douter qu'ils ont été trahis par un ou plusieurs membres de la société. Ils vont nous attendre demain matin, de pieds fourchus, fermes. Pour... Pas pour fêter le retour des héros, je te rassure. De plus, bien qu'étant fêlé, je suis quelqu'un de prévoyant. Il serait peut-être temps de nous avouer mutuellement pourquoi nous sommes si différents des autres et pourquoi nous n'avons pas été convertis, déclara Lemming. Par exemple, pourquoi nous avons tous pris la précaution d'emporter un sac de sport. Ce sont des affaires de rechange, dit Fêlé. Quel genre? Du genre résistant. Et toi, grand vizir, on dirait que tu transportes un tapis de prière. Tu t'es converti? C'est bien un tapis, mais pas de prière, mais plutôt d'un genre particulier. Et ces boîtes? Elles contiennent des surprises pour nos ennemis. Kozak? Une lame effilée, correctement maniée à la manière de mes ancêtres, faite d'un métal remontant à la nuit des temps, ainsi qu'une paire de patins à roulettes un peu trop rapides pour un novice. Eh bien moi, je ne me sépare jamais de mes outils de bricolage et de jardinage. Scie circulaire, perforateur, plan de clous ultra performant et pneumatique. J'adore creuser, bien sûr, dit Lemming. Et toi, Brainstorm, pourquoi n'as-tu pas de stack? Tu te distingues des autres, dit Grand Vizir. Je n'en ai pas besoin. Pas besoin?
Vous aussi, vous vous demandez pourquoi il n'en a pas besoin. Cher lecteur, vous brûlez d'envie de connaître la raison. Mais j'ai envie de vous faire languir. À la manière de Brainstorm, nous allons évoquer quelques hypothèses et les confronter entre elles pour voir si l'une d'elles émerge du lot. Brainstorm est-il un traître? Que nenni! Il est celui qui a trouvé toutes les solutions aux problèmes qui se sont mis en travers de leur chemin. Est-il convertible comme les canapés? C'est hilarant et ça a demandé 2 secondes de cogitation tout de même. À titre indicatif, le nom de Belzébrut a demandé 4 secondes et Demore Syracuse a nécessité plus d'une minute. Tout ceci pour vous démontrer qu'il n'est pas aisé de faire de l'humour, même quand on a un talent incommensurable. Par contre, imaginez que la société va déposer le bilan ne demande pas plus d'un millième de seconde lorsqu'on lit ses résultats. Non. En tant qu'ingénieur aux connaissances reconnues et sollicitées, Brainstorm aurait été l'un des premiers à être manipulé, forcément. Alors, attendez une petite heure, le temps que j'imagine une explication plausible. Eh, c'est pas facile d'écrire. Qu'est-ce que vous croyez? Que je fais ça les doigts dans le nez? Vous avez déjà écrit les doigts dans le nez? D'abord, c'est sale. En plus, il n'y a pas de place pour mettre 2 doigts. Enfin, pas trop gros. Enfin, moi, je tape sur le clavier avec les 2 mains. Alors, bon, pas du tout. Revenons au sujet. Une explication plausible. Il est tombé dans la marmite quand il était tout petit? Non, ça a déjà été utilisé par Uderzo et Goscinny. Il est immunisé contre la bêtise humaine? Oui, pourquoi pas. Mais les autres en face sont des suppôts hors terre. Supporters, gag. Des suppôts de Satan. C'est-à-dire pas franchement des rigolos, ni des demi-portions, sauf des mots Syracuse. Ça va paraître un peu mince comme explication. Creuse-toi la tête, Eric. Tes lecteurs, nombreux et enthousiastes, attendent impatiemment que tu trouves l'idée du siècle. Les pouvoirs télépathiques. Non, trop classique. Vu et revu. Pas besoin, répétèrent les 4 collègues de Brainstorm qui eux aussi attendaient que l'auteur veuille bien trouver une réponse afin qu'ils puissent poursuivre leur dialogue si enrichissant pour les lecteurs. Je suis un androïde. Oh! Firent les collègues et lecteurs réunis qui ne s'attendaient pas à une telle révélation. Voilà qui changeait quelques futures répliques écrites d'avance. C'est ce qui met du piment dans les histoires. Non, pas dans ma bouffe, mes intestins supportent pas. Il faut chambouler les scénarios, déplanifier ce qui a longtemps été planifié. Arrêter de faire ce qu'on fait pour ne jamais l'achever et entamer 1000 autres choses en même temps. Ça vous rappelle une expérience vécue? Eh bien, voir la méthodologie de conduite de projet dans la société qui nous emploie. Donc, Brainstorm était un androïde. Oui, mais jusqu'à quel point? Mon cerveau est un processeur révolutionnaire, mes membres sont artificiels. En fait, il ne me reste presque plus rien d'humain. Seule ma femme le sait. Je le vaux bien plus que 3 milliards. Mais alors s'insurgea Fellé, tandis qu'on entendait distinctement un orchestre composé d'une quarantaine de violons lui jouer un morceau intensément dramatique. Le trou de la sécu, c'était moi. Les impôts qui augmentent, c'était moi. Le budget de la France en baisse, c'était moi. Comme si c'était le moment de passer à table, Brainstorm avouait tout, absolument tout. Et ce n'était pas fini. Les impôts locaux, c'était moi. Mère Teresa, c'était moi. Jean-Pierre Papin au PSG. Ah non, ça c'était pas moi. Il y avait une règle et une éthique à respecter dans l'écriture. Ne jamais dépasser les limites de l'horaire. Jean-Pierre Papin au PSG. Quelle horreur, n'est-ce pas, cher Brainstorm? Remarquez, je n'ai rien contre lui, mais voir redescendre le PSG en 3e division à cause de l'arrivée impromptue de cet usager de banc des remplaçants a de quoi fendre le cœur. Ainsi tout le puzzle se remettait en place. Brainstorm ne pouvait être converti puisqu'il possédait un processeur inviolable en lieu et place de l'habituelle cervelle. Il n'avait pas besoin d'équipement particulier pour combattre le mal, puisqu'il était une machine de combat. Juste une coquille solide correctement placée pour lui assurer de garder l'intérêt et les faveurs de sa tendre moitié. On y va, prêt pour la baston? Baston. Kozak, chosé de ses rollers supersoniques, affûta sa lame. Lemming vérifia ses instruments de bricolage qui, s'ils avaient été d'un format plus miniature, auraient pu faire de lui un chirurgien dentiste fort honorable. Plein d'énergie fait et chapeau de paille du parfait jardinier vissé sur la tête. Grand Vizir passa une dernière fois l'aspirateur sur son tapis volant, sensible à la poussière, au point de faire des caprices et de faire cirer l'embrayage à la moindre parcelle de saleté collée sur son dos. Il s'empara de ses boîtes magiques avec la ferme intention d'en déverser le contenu sur la tête des autres affreux. Fêlé ressemblait à une torpille, avec son drôle de costume équipé de moyens de propulsion aux poignets et aux chevilles. Un casque blindé protégeait sa tête, même si sa tête en bois était très solide.
Il s'engagea le premier, dévala l'escalier, emprunta la galerie à toute vitesse, précisément à la vitesse d'une torpille. Les autres lui emboîtèrent le pas, quoique c'est pas évident puisqu'il chausse quand même du 44. Ça serait bien le diable si ses collègues chaussaient la même taille. Bien, et si on faisait une pause avant l'action? Je vous présente la météo? Ou une biographie succincte de l'auteur? Qui a dit biopsie? Que ceux qui veulent une documentation sur le logiciel de paye aillent se faire voir. Je n'en parlerai pas. Rétention d'informations égale sauvegarde d'un emploi, sans blague. Quoi, vous voulez la baston tout de suite? Et que, quoi, que j'arrête de vous parler d'autre chose pendant l'histoire? Mais je fais ce que je veux, c'est moi l'auteur, la plume m'obéit. Quoi? Tu n'es pas une plume, mais une bille bleue. Bon, soit, la bille m'obéit au doigt et à l'œil. Voilà, j'écris ce que je veux. Je parlerai de la météo avant la baston si ça me plaît. Quoi encore la bille? Quoi? Depuis quand tu décides ce qui doit être écrit? C'est moi l'auteur, tu m'obéis. Espèce de tête de... Dis la bille, dois-je considérer ceci comme une mutinerie? Tu te rends compte? Devant des millions de lecteurs, bon j'exagère toujours un peu. Quoi, une grève? Une grève si je suis pas content? 10 lignes de grève? En 4 années d'écriture, on ne m'avait encore jamais fait ça. Le personnel n'est plus ce qu'il était, je vous le dis. Ne lui répétez pas, mais dès qu'elle n'aura plus une goutte d'encre, je la licencie. Ensuite, je réembauche la plume. Ah. Donc, contraint et forcé, je vais vous conter immédiatement la bataille finale. Et oui, déjà. Je vais faire du condensé, car je n'aime pas être contraint. Kozak tomba le premier sous les coups de l'ennemi, n'ayant pas eu le temps de sortir son arme du fourreau. Fêlé, la torpille, explosa en heurtant un mirage. Brainstorm fut victime d'un bug et d'un core dump, gros plantage informatique. Lemming fut vaincu par un voisin grincheux ne supportant pas les bricoleurs du dimanche s'activant dès 4 heures du matin. Grand Vizir saupoudra ses herbes de Provence, du croc, et se fit assaisonner avant même de s'être rendu compte de son erreur. Les méchants envahirent le monde informatique, rachetèrent Bull et inondèrent le marché de logiciels Prestige Enfance. La terre explosa d'un abus d'aide financière et le bon Dieu se dit qu'il aurait mieux fait de se les faire la grâce matinée tous les jours et la semaine lorsqu'il a eu l'idée de créer la terre. Voilà, vous êtes content? Pour du concentré, c'est du concentré, hein. Je suis gentil, j'ai pris la précaution d'éviter l'hémoglobine, propre aux histoires fantastiques, pour ceux qui ne supportent pas la vue du sang. Bon, allez, je suis calmé, vraiment. Les deux chefs se tenaient dans la grotte. Les vengeurs masqués arrivèrent à temps. Vous auriez été privé de bataille finale s'ils s'étaient à nouveau dématérialisés. L'histoire aurait été rallongée de façon anormale, et d'une nouvelle nous serions passés à un roman. Or, les romans sont réservés à ces millions de lecteurs anonymes suspendus à mes lèvres. Fêlé les découvrit et eut la confirmation des raisonnements de Grand Vizir, Belzébuth et Démo-Syracuse. Il leur rentra dans l'arche sans ménagement. Kozak frappa avec sa lame, mais elle s'émoussa sur leur corps velu, fourchu et cornu. Lemming connut le même problème avec ses instruments de chirurgie jardinière. Toutefois, en saupoudrant une composition maison à base d'engrais, Grand Vizir, juché sur son tapis, fit pousser une haie haute de 2 mètres autour des diaboliques personnages. Cela donna du cœur à l'ouvrage à Lemming. Il attaqua sèchement au taille-haie et surgit soudain au centre de la tourmente, perforateur pneumatique en tête. Alors que l'écrivain, lui, surgit bille en tête. Il s'écarta brusquement, repoussé violemment par le rayon rouge de Belzébuth. Fêlé prit le relais en lui rentrant dans le bide. Le coup portant enfin, Belzébuth recula et s'empala sur la larme de Kozak, arrivé comme un mirage de mille à la vitesse supersonique. Démo-Syracuse, ne cherchant pas à se mouiller, se rendit dès que son maître rendit l'âme. J'oubliais qu'il n'en avait pas. Des lames à lancer sur les autres, oui, mais de la grandeur d'âme, certainement pas. Kozak sabra la bouteille de champagne. Victoire! Grâce au conseil de Brainstorm, les employés de la société avaient été désenvoûtés. Dès qu'ils avaient recouvré leur raison, ils avaient immédiatement demandé leur licenciement économique. Très raisonnable. À présent, ils fêtaient joyeusement leurs nouvelles activités. Avocats de la vérité, les incorruptibles de la programmation. Quand ils tenaient un dossier, ils le traitaient jusqu'au bout. Il était loin le temps de la désorganisation commanditée de la société. Tout était bien qui finissait bien. Happy end. C'est fini, réveillez-vous. La lumière revient dans la salle, le film est terminé. Remerciements. À la direction de la société, sans l'incompétence de laquelle l'écriture de cette nouvelle aurait été impensable. Remerciements aux sociétés suivantes pour leur participation à la réalisation de la nouvelle.
la SNCF pour les trains dans lesquels j'ai écrit, Bic et Parker pour l'écriture avant et après le licenciement, Acer Notebook 386 25 MHz, 2 mégas de RAM, 80 mégas de disque porté à 120 mégas avec double space, floppy de 1 méga 44. Panasonic pour l'impression, ERAM pour l'écrasement du pied de ma voisine dans le train, New Gold pour la trace sur ma joue laissée par la gifle de la voisine, Valentine pour la couleur des cheveux de Roussette, Rachid l'épicier marocain pour le prix du tapis volant, Ducrot pour les herbes de Provence utilisées par Grand Vizir, Alain Afflelou pour les lunettes permettant enfin de voir la noirceur des âmes.